Koju n'était qu'un moins que rien jusqu'à ce qu'il s'éveille en tant que légendaire roi des vampires. Cependant, tout change lorsqu'une beauté est envoyée pour l'éliminer, mais il la charme et s'en sert comme banque de sang personnel à la place. Cette histoire commence sur une île isolée au large du Japon, où vivent toutes sortes d'êtres magiques sous des lois gouvernementales spéciales pour les contrôler. Parmi eux se trouve Koju, un étudiant tout à fait normal jusqu'à il y a 3 mois, lorsqu'il fut pris dans une attaque d'un puissant vampire nommé Avrora. Elle était l'un des 4 vampires les plus puissants de la planète, appelés les primogéniteurs. Mais après que Koju a tenté de l'arrêter, elle lui a transféré ses pouvoirs pour des raisons dont il ne se souvient toujours pas. De retour au présent, le bruit court sur l'île que le 4e primogéniteur est de retour, et tout le monde parle de sa dangerosité et de sa brutalité supposée. Pendant ce temps, Koju passe son temps à faire ses devoirs pour maintenir l'apparence d'un gars ordinaire comme vous autres. Mais alors qu'il rentre chez lui, il remarque une fille nommée Yukina qui le suit. Il essaie désespérément de la semer, mais elle continue de le suivre jusqu'au centre commercial. Après avoir trouvé une cachette, il regarde de plus près et réalise qu'elle va dans la même école que lui. Il décide de l'affronter, mais quand elle l'appelle le 4e primogéniteur, il fait l'ignorant et dit qu'elle se trompe de personne avant de partir. Cependant, en sortant, il entend 2 minables désespérés essayer de draguer Yukina et réalise que ce sont des démons. Après qu'elle a refusé leurs avances, ils deviennent hostiles, alors Koju décide d'intervenir. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, l'un d'eux expose les dessous de Yukina, alors elle lui inflige une commotion massive avant d'utiliser la magie pour projeter son pote contre un poteau. Réalisant qu'elle est une mage de combat, ils commencent tous deux à se transformer, ce qui déclenche une alarme d'évacuation dans toute la ville. Pendant que des nerds impuissants comme vous courent pour sauver leur peau, Boucle d'Or invoque son familier pour faire payer Yukina, mais elle sort une lance en métal et lui dit de tenter sa chance. Il la sous-estime et envoie le familier, mais après qu'elle l'a anéanti d'une seule attaque, son air de dur à cuire s'effondre. Yukina décide alors de l'achever, mais Koju arrête l'attaque et dit à Boucle d'Or d'arrêter de draguer des filles hors de sa portée. Après qu'il s'est enfui, Yukina dit à Koju qu'ils méritent tous deux la mort pour avoir utilisé des familiers en public, mais Koju lui rappelle que c'est elle qui a frappé la première. Il dit aussi qu'un petit coup d'œil à ses dessous ne justifie pas de se déchaîner comme elle vient de le faire, mais Yukina est gênée et lui demande s'il les a vus aussi. Avant qu'il ne puisse répondre, le vent lui offre une autre vue parfaite sur sa culotte. Cette fois, elle s'énerve, mais après qu'il a dit que ce n'était pas sa faute, elle range sa lance et le traite de pervers avant de partir. Il décide aussi de s'en aller, mais il voit alors le portefeuille de Yukina par terre. Le lendemain, il passe des heures à la chercher sur le campus pour pouvoir le lui rendre. Mais comme il ne parvient pas à la trouver, il finit par abandonner. Cependant, en jetant un coup d'œil à l'intérieur de son portefeuille, il se rappelle avoir vu ses dessous et perd presque le contrôle de ses pouvoirs, alors il se mord pour maîtriser sa soif de sang. À ce moment-là, Yukina arrive et le traite de pervers pour avoir fouillé dans son portefeuille. Quand elle demande à le récupérer, Koju dit qu'elle doit d'abord lui dire pourquoi elle le suivait, mais elle compte plutôt se battre pour l'avoir. Cependant, quand son ventre commence à gargouiller, elle se fige de honte et Koju réalise qu'elle n'a pas mangé parce qu'il a son portefeuille. Il lui dit alors de lui payer le déjeuner pour le remercier de sa gentillesse et quelques minutes plus tard, Yukina s'empiffre sans aucun souci. Après avoir mangé, elle explique qu'elle vient d'une académie secrète créée par l'organisation du roi lion. En voyant son air confus, Yukina réalise que Koju n'a aucune idée de ce dont elle parle. Alors, elle explique que l'organisation est une agence de services secrets créée pour gérer les catastrophes magiques. Elle a été formée par eux comme chaman épéiste et envoyée pour l'observer car c'est un primogéniteur, ce qui signifie qu'il a assez de pouvoir pour rivaliser avec la plus forte armée de la planète. Alors que Koju tente d'assimiler tout cela, Yukina lui demande s'il compte utiliser l'île comme base pour son plan de domination mondiale, mais Koju répond qu'il était sur l'île bien avant de devenir un vampire. Il n'a donc aucun projet de ce genre. Choqué, Yukina demande comment il est devenu le 4e primogéniteur, car on ne peut obtenir un tel pouvoir que des dieux ou en consommant un autre primogéniteur. Koju explique que le précédent 4e primogéniteur lui a donné ce pouvoir, mais quand il essaie de se rappeler pourquoi, il gémit soudain de douleur et renverse son verre, expliquant que sa tête brûle dès qu'il essaie de se souvenir. Quand Yukina commence soudainement à nettoyer son pantalon, Koju prie pour que ses mains montent un peu plus haut, mais sa gentillesse le surprend encore plus. Yukina dit ensuite qu'elle avait en fait reçu l'ordre de l'éliminer s'il était une menace, mais leur conversation a révélé sa nature innocente, alors elle veut devenir sa nounou sexy à la place. Le lendemain, Koju est sur le point de partir à l'école quand il voit Yukina à l'entrée et lui demande si elle l'a vraiment suivi pendant tout ce temps. Après avoir dit qu'elle est sérieuse à l'idée de le suivre partout, elle explique qu'une entreprise de déménagement apporte déjà ses affaires dans le nouvel appartement. Après leur arrivée, Yukina emmène Koju dans son appartement qui se trouve juste à côté du sien. Il est choqué par cela, mais après l'avoir suivi à l'intérieur, il demande pourquoi elle n'a presque rien pour l'appartement. Yukina explique qu'elle a toujours voyagé léger depuis qu'elle vit dans un dortoir. Maintenant, elle doit acheter plus de choses, mais sa mission de l'observer rend difficile d'aller faire les courses.
Après réflexion, Koju propose de faire les courses avec elle après son test de rattrapage. Bien plus tard, il termine le test avec Natsuki, une enseignante de petite taille qui utilise la magie et est l'une des rares personnes à connaître ses pouvoirs. Après l'avoir reçu, Natsuki lui demande s'il sait quelque chose sur l'incident démoniaque au centre commercial, mais Koju fait comme si c'était la première fois qu'il en entendait parler. Elle décide alors de partir, mais il l'arrête et lui demande si elle connaît l'organisation du Roi Lion. Natsuki lui tire immédiatement les oreilles et exige de savoir pourquoi il connaît ce nom, mais Koju prétend que ce n'était qu'un ragot qu'il a entendu par hasard. Après avoir dit que l'organisation est une rivale de la sienne, elle l'avertit de rester à l'écart de toute personne liée à elle car l'organisation a été créée pour le vaincre. Des heures plus tard, Koju rejoint Yukina au centre commercial et pense à ce que Natsuki a dit pendant qu'elle examine avec enthousiasme tout ce qui se trouve dans le magasin. Finalement, il ramène toutes les nouvelles affaires à la maison, mais la sœur de Koju, Nagisa, arrive, alors il essaie de les présenter pour apprendre qu'elles sont déjà amies. Quand Nagisa décide d'organiser une fête de bienvenue pour Yukina, celle-ci leur dit de ne pas s'en donner la peine, mais Nagisa insiste jusqu'à ce qu'elle accepte. Bien plus tard, Nagisa commence à préparer le repas, tandis que Yukina demande à Koju pourquoi il cache ses pouvoirs au lieu d'essayer de devenir un héros surpuissant. Koju explique qu'il peut à peine le contrôler, alors il ne prend pas la peine d'essayer de sauver qui que ce soit. Mais Yukina dit qu'il ne fait que se chercher des excuses. Cependant, elle le félicite également de ne pas avoir laissé le pouvoir le transformer en un méchant impitoyable. Plus tard dans la nuit, après avoir bien mangé, Nagisa s'écroule sur le canapé et voit Koju sortir. Alors elle lui demande d'aller chercher de la glace au magasin. Après l'avoir prévenu qu'elle allait grossir, Koju part et est surpris de voir Yukina complètement trempée et transparente. Il se détourne rapidement pour contrôler ses pulsions et dit qu'il va seulement à l'épicerie, mais elle insiste pour le suivre. Quelques minutes plus tard, en marchant dans une rue, Yukina voit un jeu de pince et devient obsédée car elle avait le même jouet quand elle était petite. En voyant cela, Koju décide de le lui offrir. Mais alors qu'il en attrape un avec succès, Natsuki exige de savoir qui ils sont car elle a reconnu l'uniforme. À ce moment-là, une explosion retentit au loin dans la ville, alors Koju profite de la distraction pour s'enfuir. Ensuite, lui et Yukina voient le familier responsable de l'explosion. Mais quand il tente d'aider, Yukina lui rappelle que ses pouvoirs sont trop dangereux pour de telles situations. Après avoir sorti sa lance, elle saute à bord d'un train en marche pour s'approcher le plus possible du familier déchaîné. Cependant, un autre familier l'attaque soudainement et détruit le train au passage, alors Yukina saute. Puis, elle voit un homme étrange attaquer le maître du familier de flamme, elle bloque son attaque et dit qu'il est illégal de blesser un démon déjà instable. Après avoir reconnu Yukina comme une chamane épéiste, le diacre de combat Rudolf se présente, mais Yukina est confuse et demande pourquoi un exorciste de l'église de Lotharingie chasse des démons. Rudolf attaque immédiatement, elle part autant de coups qu'elle peut jusqu'à ce qu'il la blesse à la jambe. Ensuite, il invoque une fille nommée Astarte, qui invoque un familier vivant à l'intérieur de son corps. Yukina est choquée par cela et peine à bloquer sa première attaque avant de voir un autre point sur le point de l'achever. Heureusement, Koju le bloque à main nue et s'énerve, ce qui révèle une fraction de son pouvoir. Rudolf le reconnaît, alors il renvoie Astarte contre eux et cette fois, Koju encaisse un violent coup au corps. Cependant, l'attaque fait déchaîner ses pouvoirs de progéniteur, alors Rudolf s'éclipse avec Astarte. Au matin, une escouade de soldats entoure la zone touchée tandis que les journaux télévisés expliquent l'ampleur des dégâts causés par les explosions. À ce moment-là, Koju vient de retrouver Yukina qui lui dit alors qu'il est allé trop loin avec l'éclair. Quand il demande si elle a fait son rapport à ses supérieurs, Yukina dit qu'elle n'a pas encore décidé car leur organisation ne collabore pas avec la police locale, ils ne devraient donc même pas opérer en ville. Elle sait aussi qu'il a fait ça pour la protéger, alors elle le remercie et décide de garder ce qui s'est passé pour elle pour l'instant. Quelques minutes plus tard, dans un train, il explique qu'il ne peut pas contrôler les 12 familiers hérités d'Avrora, l'ancien 4e progéniteur. Ils ont tous refusé de l'accepter comme nouveau maître parce qu'il n'a toujours pas bu de sang. Yukina est surprise et le traite de vampire vierge juste avant que Motoki n'arrive et dise à Koju qu'il est bien trop tôt pour draguer des filles. Après l'avoir présenté à Yukina, Koju lui dit d'aller retrouver Nagisa pour éviter les questions de Motoki. Bien plus tard, Asagi retrouve Koju en classe pour parler de l'explosion et du fait qu'elle a passé toute la nuit à reconstruire l'unité centrale de prévention des catastrophes de la ville. Après qu'il l'a encensé pour son talent, Natsuki arrive et lui dit d'amener Yukina à son bureau pour expliquer pourquoi ils étaient dans une salle d'arcade au milieu de la nuit. Quelques minutes plus tard, dans son bureau, Natsuki leur révèle que l'explosion de la nuit dernière était l'un des 6 incidents récents de chasse aux démons. Comme ils ignorent l'identité de l'assaillant, elle ordonne à Koju d'arrêter de sortir la nuit. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Natsuki donne à Yukina le jouet gagné la veille, pour prouver qu'elle les a bien eus. Après avoir quitté son bureau, Koju demande à Yukina pourquoi elle n'a pas parlé de Rudolf à Natsuki. Elle explique alors que son statut de diacre fait de l'attaque un acte international de crime magique.
Si Natsuki le savait, Koju aurait aussi des ennuis car il ne croirait pas qu'il ne faisait que se défendre. Bien plus tard, en déjeunant, Yukina montre à Koju les recherches qu'elle a faites pour trouver les endroits où Rudolf pourrait se cacher. Cependant, ce ne sont que des théories, alors Koju lui rappelle qu'il y a plusieurs entreprises lotharingiennes sur l'île. Après que Yukina l'a félicité d'avoir enfin réfléchi, il trouve Asagi en classe et lui demande de l'aide pour localiser les entreprises. Elle refuse d'abord par jalousie envers Yukina, mais après qu'il l'a supplié, elle ouvre une base de données de toutes les entreprises de l'île. Malheureusement, toutes les entreprises lotharingiennes ont fermé récemment, mais Koju demande si l'une de leurs installations est encore active. Asagi jette alors un autre coup d'œil et trouve une société pharmaceutique qui effectuait des tests sur des homoncules. Après l'avoir remercié, Koju emmène Yukina au complexe et dit que c'est forcément le bon car la fille que Rudolf a combattue est en fait un homoncule, une créature magique artificielle. Peu après, ils trouvent un labo rempli d'homoncules et Koju s'énerve en voyant que Rudolf a fait des expériences sur des humains. Mais alors, Astarte se réveille et leur dit de partir car l'île va bientôt couler. Confus, il demande pourquoi, alors elle explique que l'île se trouve à l'intersection de veines de dragon et n'est maintenue que par une puissante pierre angulaire, ce que Rudolf convoite. Quand il apparaît et donne raison à Astarte, Koju lui demande pourquoi il a forcé un familier dans le corps d'Astarte. Rudolf admet alors qu'il ne l'utilise que comme un outil et qu'elle ne vivra pas plus de 2 semaines car le familier se nourrit de sa force vitale. Quand Yukina s'énerve, Rudolf lui dit qu'elle aussi n'est qu'un outil utilisé par l'organisation du roi lion. L'instant d'après, Koju libère son pouvoir, alors Rudolf envoie Astarte à l'attaque. Et après avoir révélé sa forme complète, elle assomme Koju. Yukina tente alors d'utiliser les vibrations magiques de sa lance pour transpercer Astarte, mais celle-ci contre avec une capacité similaire. Après avoir aussi mis Yukina à terre, Rudolf décide de mettre fin à sa vie pitoyable, mais Koju s'interpose et se fait trancher la tête. Pendant que Yukina le tient comme Mikasa l'a fait pour Eren, Rudolf part avec Astarte pour la phase finale de son plan. Plus tard, cette nuit-là, au département de sécurité de la corporation de gestion de l'île, Asagi tente d'effectuer un contrôle de routine quand elle reçoit une alerte d'intrus forçant l'entrée du complexe. L'ampleur de l'attaque lui fait penser à un groupe terroriste, mais son programme trouve alors des images de Rudolf et Astarte s'introduisant par effraction. Peu après, Koju ouvre les yeux et voit Yukina pleurer sur lui, alors il se lève. Après avoir expliqué comment son corps a commencé à guérir tout seul, elle se fâche contre lui pour ne pas lui avoir parlé de son incroyable facteur de guérison. Cependant, Koju dit qu'il n'était même pas au courant, ce qui surprend Yukina. Elle s'énerve encore plus et dit qu'il ne devrait pas se sacrifier pour elle car elle a été littéralement envoyée pour le supprimer. L'instant d'après, Koju la plaque au sol et commence à agir comme s'il ne pouvait plus se contrôler, ce qui pousse Yukina à le traiter de pervers. Il s'écarte ensuite et dit qu'elle ne devrait pas risquer sa vie pour un type sans gêne comme lui. Quand un soudain tremblement de terre secoue toute l'île, Yukina demande à Koju pourquoi il a l'air surpris. Alors il lui rappelle que c'est une île artificielle, donc un séisme ne devrait même pas être possible. Il cherche rapidement une mise à jour et apprend l'attaque avant de dire à Yukina qu'ils doivent aider Asagi. À ce moment-là, elle vient de s'échapper de son labo, mais il n'y a aucune issue car Rudolf a détruit toutes les sorties et laissé derrière lui un tas de soldats blessés. Quand Koju appelle, Asagi est ravi d'entendre sa voix, tandis qu'il demande immédiatement où se dirigent les assaillants. En utilisant à nouveau son logiciel, elle trouve leur position mais est confuse car ils se dirigent vers le niveau le plus bas qui devrait être un énorme mécanisme en acier maintenant l'île à flot. Curieuse, elle lance une recherche rapide et trouve un dossier top secret sur le niveau inférieur, alors elle le pirate et dit à Koju ce qu'elle a trouvé. Alors que Yukina s'apprête à partir, Koju s'arrête et demande si Rudolf fait vraiment quelque chose de mal. Alors Yukina lui rappelle que Rudolf n'hésite pas à blesser des innocents pour obtenir ce qu'il veut. Pourtant, Koju refuse d'être le juge jusqu'à ce que Yukina lui rappelle son devoir de protéger tout le monde avec ses pouvoirs. Elle lui dit aussi de prendre son sang, mais il hésite à cause de son pacte d'éviter le sang. Cependant, après que Yukina insiste sur le fait que c'est le seul moyen d'arrêter Rudolf et de sauver tout le monde, il la serre contre lui et prend sa toute première gorgée. Quelques instants plus tard, Rudolf entre dans la chambre secrète et est submergé par l'excitation en voyant la relique utilisée pour maintenir l'île à flot. Il ordonne à Astarte de détruire les contraintes, mais elle s'arrête car Yukina et Koju viennent d'apparaître. Après que Koju a dit que la relique provient du corps d'un saint qui travaillait pour l'église, Rudolf explique comment l'homme qui a construit l'île a réalisé qu'il n'avait pas de pierre angulaire assez solide pour maintenir l'île, car elle reposait sur une série de puissantes veines de dragon. C'est pourquoi il a utilisé le saint comme sacrifice humain pour fabriquer la pierre angulaire parfaite. Il déclare en outre que la mission de sa vie est de la récupérer pour l'église, mais Koju lui dit d'arrêter car des milliers de vies sont en jeu. Rudolf s'énerve et dit que leurs vies ne valent rien comparé à la souffrance de son peuple, alors Koju décide de passer les préliminaires. Après qu'il a augmenté sa puissance pour le combat, Yukina se place devant lui pour s'occuper d'Astarte. Pendant que les filles commencent à se battre, Koju attaque Rudolf, mais il esquive et réalise à quel point Koju est puissant.
Il lance alors un barrage d'attaque, mais cette fois, Koju les bloque et décide de tout donner. Avec ses pouvoirs sous contrôle, il invoque l'un des familiers et sa puissance envoie des ondes de choc à travers l'île. Alors que Rudolf tente de contrer, il est projeté contre un mur, mais Astarte continue de se battre avec sa barrière impénétrable. Alors que Koju se demande comment ils peuvent l'arrêter, Yukina lui dit de rester en arrière et lance un sort puissant avant de charger vers Astarte et de briser son bouclier. L'instant d'après, Koju utilise la capacité du familier pour griller les cellules d'Astarte jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent. Juste après, Rudolf se relève, mais Yukina lui défonce le dos et Koju lui serre une mandale qui le met KO. L'instant d'après, Koju demande une autre dose à Yukina, mais il ne fait que la serrer fort avant de sauter vers Astarte et de prendre son familier. Énervé, Yukina demande pourquoi il a utilisé ses charmes comme une friandise, alors il explique qu'il a besoin de se sentir excité avant de prendre du sang. Cela aidera aussi Astarte à vivre plus longtemps, mais Yukina reste contrariée. Le lendemain matin, Koju la voit faire ses bagages et demande pourquoi, alors Yukina lui rappelle qu'elle s'est opposée à l'organisation en l'aidant, et la lance a également été endommagée pendant le combat, elle s'attend donc à être rappelée. À ce moment-là, elle reçoit une livraison et est surprise de voir la lance entièrement restaurée, alors Koju dit qu'ils veulent qu'elle continue à le suivre. Plus tard, à la cafétéria, Koju s'excuse auprès de Yukina de l'avoir fait saigner et après qu'elle a dit que ce n'était rien, Asagi les entend et accuse Koju d'avoir gouné la nouvelle. Elle traite ensuite Yukina de harceleuse et pendant qu'ils se disputent, Motoki regarde et souhaite bonne chance à Koju. Plusieurs nuits plus tard, près des docks, un démon parvient à échapper à une embuscade et se demande comment son groupe a été démasqué. Quand Natsuki apparaît soudainement et demande s'il travaille pour un homme nommé Gardos, il s'énerve et essaie de la mettre en pièces, mais elle esquive facilement chaque attaque jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle peut manipuler l'espace et le temps. Juste au moment où il réalise qu'elle est la célèbre sorcière du vide, Natsuki met son cerveau en mode veille et l'emballe comme un cadeau d'Halloween pour les flics. Le lendemain matin, Koju est surpris par la table du petit déjeuner exceptionnellement garnie, alors il appelle Nagisa et demande si leur mère est de retour. Cependant, quand il ouvre la porte de sa chambre, il voit Yukina dans une parfaite armure rose avant qu'elle ne lui inflige une commotion cérébrale. Bien plus tard, il monte dans le train avec elle deux et elle lui rappelle que Yukina est venue pour se préparer pour le tournoi sportif. Apparemment, tous les gars de la classe se sont mis à genoux pour la supplier de les encourager, alors elle a accepté. Arrivé à l'école, Koju se rend en classe, mais Asagi surgit et lui fait porter ses raquettes pour le tournoi. Elle lui demande ensuite quel sport il pratique, mais Koju dit avoir complètement oublié le tournoi. Après qu'Asagi lui a dit de prendre ça au sérieux, ils entrent en classe où Motoki et Rin attendent pour dire à Asagi qu'elle est en binôme avec Koju. Alors qu'Asagi fait mine de ne pas vouloir être avec Koju, deux agents entrent dans le bureau d'un chercheur nommé Makimura. Ils expliquent que certains de ces objets sont illégaux, mais ils tentent de discuter jusqu'à ce que Natsuki lui demande s'il connaît Gardos. Il se fige, ce qui pousse l'un des agents à l'arrêter. L'instant d'après, Makimura l'assomme et se transforme, alors Natsuki dit au second agent de se retirer avant de mettre Makimura à genoux. Elle dit ensuite à Astarte de le maîtriser, mais Makimura la traite d'idiote de croire qu'une gamine peut l'arrêter. Au moment où il tente d'attaquer, Astarte invoque son familier et lui brise la colonne vertébrale contre le mur. C'est alors que Natsuki trouve l'objet illégal qu'il utilisait, mais elle est plus intriguée par un caractère à l'écran marqué Nalaku Vera. À l'école, Asagi est gênée par l'uniforme voyant qu'elle doit porter, mais Rin lui rappelle qu'elle est en compétition avec Yukina pour le cœur de Koju. Quelques minutes plus tard, Koju entre sur le terrain pour s'entraîner, mais voyant qu'Asagi n'est pas prête, il décide d'aller grignoter. Cependant, lorsqu'il essaie de s'asseoir, le banc explose alors qu'il est attaqué, il se cache donc dans les buissons pour voir son assaillant. L'instant d'après, deux monstres apparaissent et l'attaquent, mais heureusement, Yukina arrive pour sauver ses fesses. Après avoir expliqué qu'elle utilise des shikigami pour le surveiller, elle dit que les monstres en sont aussi, mais qu'ils étaient anormalement agressifs. C'est alors que Koju reçoit une carte d'un certain Vatler, ce qui choque Yukina. Mais Asagi arrive à ce moment-là, et pensant qu'il se passe quelque chose entre eux, elle s'excuse maladroitement et s'en va. Plus tard, Koju suit Yukina au magasin où elle explique que Vatler travaille pour le premier primogéniteur, ce qui signifie qu'il est sûrement venu voir Koju. La carte était en fait une invitation à une fête exclusive, et comme il peut amener un partenaire, il décide d'y aller avec Yukina. Plus tard, il trouve le yacht de la fête, et une fois à l'intérieur, Yukina rappelle à Koju d'être audacieux avec Vatler, car il est le nouveau quatrième primogéniteur. Après qu'il a accepté, il monte voir Vatler, mais un familier attaque soudainement Yukina, alors Koju le détruit. Ensuite, Vatler sort et s'excuse pour ce test soudain avant de se présenter à Koju et d'exprimer sa joie de le rencontrer enfin. Alors que Koju demande pourquoi il en fait autant, il est attaqué par une fille nommée Sayaka qui enlace Yukina et demande si Koju lui a fait quelque chose. Koju essaie de reparler, mais Sayaka lui dit de la fermer et explique qu'elle est une danseuse de guerre de la même organisation que Yukina. Elle déteste aussi Koju et le prévient de rester loin d'elle.
Pendant ce temps, Asagi vient d'appeler Motoki pour lui dire que Koju sort probablement avec Yukina. Après que Motoki lui a dit d'utiliser sa beauté pour obtenir des réponses de Koju, il raccroche et Asagi reçoit un défi d'un hacker anonyme. À ce moment-là, Vatler a emmené tout le monde à l'intérieur pour expliquer que lui et Avrora s'aimaient avant que Koju ne la consume. Comme elle est en lui, Vatler prévoit de garder leur amour vivant en le partageant avec Koju, mais celui-ci panique et lui dit d'oublier car il n'est pas de ce bord. Quand Yukina demande si c'est la seule raison pour laquelle il voulait voir Koju, Vatler sent son sang en Koju et réalise leur proximité. Il parle ensuite à Koju de Gardos, chef de la faction de l'Empereur de la Mort Noire, un groupe terroriste cherchant à prendre le domaine du seigneur de guerre à son patron, le premier progéniteur. Après avoir expliqué comment Gardos s'est faufilé sur l'île pour semer le trouble et lancer ses plans, Vatler admet qu'il est venu pour l'arrêter. Cependant, ses familiers sont assez puissants pour détruire l'île entière, alors il a d'abord voulu tester la force de Koju. En entendant cela, Yukina propose de s'occuper de Gardos seule, et Sayaka est choquée de voir qu'elle est prête à aller aussi loin pour Koju. Elle essaie de l'en empêcher, mais Vatler accepte et dit à Yukina de faire ses preuves en battant Gardos. Pendant ce temps, Asagi termine le puzzle et devient confuse lorsqu'elle voit le caractère Nalakuvera sur l'écran. Le lendemain matin, elle se faufile dans la chambre de Koju et grimpe sur son pogo stick, mais il tressaille à peine et lui dit de descendre. Lorsqu'elle refuse, Koju la repousse, mais il se retrouve dans une position suspecte avant que Nagisa et Yukina n'arrivent. Après que Yukina se soit excusée et soit partie en courant, Asagi réalise qu'ils ne sortent pas ensemble, alors elle demande à Koju si Yukina a des dossiers sur lui. Koju est confus par cela et demande pourquoi elle est venue, mais elle sort sans donner de réponse correcte. Ensuite, Koju se précipite vers le train pour retrouver Yukina, qui lui dit alors de faire attention aux situations bizarres car elles peuvent déclencher sa soif de sang. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à l'école, et après que Yukina ait dit que Natsuki est probablement au courant pour Gardos, ils se rendent à son bureau pour en parler. Koju est surpris de voir Astart travailler pour elle, alors Natsuki explique comment elle l'a embauchée puisqu'elle est actuellement en liberté surveillée. Elle dit ensuite à Koju de ne pas s'inquiéter pour Gardos, car sa faction recherche une arme ancienne que les chercheurs ont du mal à déchiffrer depuis des années. Elle s'appelle Nalakuvera, et bien qu'elle soit assez puissante pour détruire un pays entier, personne n'a pu la déchiffrer. Makimura était le seul chercheur à s'en être approché, et après son arrestation, les forces de l'île ont travaillé jour et nuit pour s'assurer que tout ce qui est lié à l'arme soit contenu. Malgré cela, Koju reste inquiet. Mais ensuite, Natsuki lui dit de s'inquiéter davantage pour Vatler, car il a facilement consommé 2 vampires aînés de 2e génération, ce qui le rend extrêmement dangereux. Quelques instants plus tard, il quitte le bureau de Natsuki et Yukina propose de laisser Koju reprendre son sang pour qu'il devienne assez fort, mais il refuse et dit qu'ils n'ont pas besoin de précipiter les choses. Cela fait que Yukina se sent inutile pour lui, alors elle part tandis que Koju rencontre Asagi et lui demande son aide concernant Nalakuvera. Après l'avoir emmenée dans un laboratoire informatique, Asagi sort tout ce qu'elle peut sur l'ancienne arme biologique, mais un professeur entre, alors il se cache sous une table. Koju réalise alors qu'elle porte la boucle d'oreille qu'il a achetée, mais quand elle s'approche pour qu'il la voie bien, son cerveau implose. Quelques minutes plus tard, sur le toit, Asagi s'excuse de lui avoir fait manquer l'école et part en courant chercher des snacks. Ensuite, Koju voit quelque chose dans le ciel avant que Sayaka ne l'attaque. Alors qu'il lutte pour lui échapper, elle l'accuse d'utiliser Yukina pour son sang et refuse d'écouter ses explications jusqu'à ce qu'elle finisse par le couper et déclencher ses pouvoirs. Alors qu'Asagi revient et est choqué, une voiture suspecte s'arrête devant l'académie. Alors qu'ils essaient tous de se mettre à l'abri, les pouvoirs de Koju déclenchent une explosion qui assomme Asagi, ainsi que toute l'électricité de l'académie. Cependant, après avoir vu qu'il ne peut pas l'arrêter, Yukina libère le véritable pouvoir de son épée et parvient à maîtriser Koju. Ensuite, Yukina demande une explication, mais ils commencent tous les deux à se disputer pour savoir qui a raison. Alors Yukina leur dit de faire une pause jusqu'à ce qu'ils puissent agir comme des adultes. Quelques minutes plus tard, à l'infirmerie, Asagi se réveille enfin. Alors Nagisa et Yukina lui demandent si elle se souvient de ce qui s'est passé. Après s'être rappelé comment le mur l'a assommé, elle se souvient aussi avoir vu Koju se battre avec Sayaka. Yukina explique alors que Sayaka était simplement jalouse. En entendant cela, Asagi demande à Yukina la vérité sur sa relation avec Koju. Pendant qu'elle continue de parler, Koju et Sayaka cessent enfin de se disputer. Cependant, Sayaka insiste toujours sur le fait que Yukina ne devrait pas s'attirer d'ennui pour lui. Quand Koju acquiesce, elle est surprise et décide de lui montrer une vieille photo de l'époque où elle vivait avec Yukina, mais Koju se met alors à complimenter Sayaka. L'instant d'après, Astart court à l'infirmerie pour prévenir les autres de l'intrusion de démons. Alors qu'il tente de découvrir qui est la cible, les démons apparaissent et les coincent dans la pièce. Nagisa panique alors à cause des démons, alors Yukina l'assomme. Après que Gardos se soit présenté à Asagi et ait promis de les épargner si elle lui obéit, Astart tente d'attaquer mais elle se fait tirer dessus.
Alors que Koju entend cela et accourt pour voir, Motoki aperçoit Gardos en train d'enlever les filles. Il prend donc une pilule pour amplifier ses pouvoirs avant de les poursuivre. Cependant, Gardos décide de prendre un hélicoptère, alors il avale toutes les pilules pour les rattraper. L'instant d'après, Vatler apparaît et l'empêche de les poursuivre. Au même moment, les filles viennent de se réveiller et après que Yukina ait dit qu'elle n'était pas allée loin, elle demande pourquoi Nagisa est si terrifiée par les démons. Asagi explique qu'elle a été traumatisée par un accident impliquant des démons. C'est alors que Gardos revient et ordonne à Asagi de trouver la séquence d'activation du Nalakuvera. Asagi réalise alors qu'il est le mystérieux hacker derrière l'énigme qu'elle a résolue. Pendant qu'il révèle son plan pour éliminer le premier progéniteur, Koju et Sayaka tombent sur Vatler et Natsuki. Cependant, après que Vatler ait à peine réagi en entendant parler du Nalakuvera, il réalise qu'il y est pour quelque chose. Alors que le Nalakuvera s'active, Asagi demande à Gardos pourquoi Vatler l'aidait, mais Gardos répond qu'il s'ennuyait probablement et qu'il aimait l'idée de libérer une arme capable de détruire un progéniteur. Après son départ, un esprit possède Nagisa et leur dit de ne pas s'inquiéter car Koju va leur faire gagner du temps. À ce moment-là, le Nalakuvera fait déjà des ravages, alors Vatler se prépare avec enthousiasme au combat, mais Koju demande à se battre à sa place. Étonnamment, Vatler accepte, mais il fait ensuite sauter le pont de liaison. Malgré cela, Koju attaque, mais le Nalakuvera déclenche un barrage d'attaques qui le mettent à terre. Lorsqu'il tente de l'achever, Sayaka le bloque et parvient à porter plusieurs coups à l'arme jusqu'à ce qu'elle devienne encore plus agressive. Lorsqu'il tente de s'envoler, Koju envoie son seul familier utile pour l'abattre. Cependant, cela les conduit tous les deux à tomber plus profondément dans l'installation alors que le crash détruit tout sur son passage. Pendant que Koju et Sayaka cherchent une issue, Yukina parvient à s'éclipser, mais au lieu d'une sortie, elle trouve une section remplie de Nalakuvera. L'instant d'après, Gardos apparaît et révèle sa forme démoniaque avant de l'attaquer. Au début, Yukina a du mal à suivre, mais après leur retour sur le toit, elle prend le dessus sur Gardos et lui coupe le bras. Cependant, avant qu'elle ne puisse l'achever, ses hommes arrivent avec Nagisa et Asagi. À ce moment-là, Koju vient de réaliser qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans familier. Il le dit donc à Sayaka, qui décide alors de lui donner son sang. Grâce à cela, il invoque un familier extrêmement puissant, et Vatler le remarque. Pendant ce temps, Natsuki sauve Yukina des démons qui l'attaquent, et dit qu'elle s'occupera de Nagisa et d'Asagi. Quand Yukina insiste pour retourner auprès de Koju, Natsuki lui dit de se calmer car il n'aura peut-être même plus besoin d'elle. C'est alors que Koju envoie à nouveau son familier contre le Nalakuvera, mais Vatler arrête l'attaque, ce qui énerve Koju. Avec l'aide de Sayaka et Yukina, ils continuent de combattre les Nalakuvera, mais ils s'adaptent aux attaques et créent des barrières. C'est alors que Yukina se souvient du plan d'Asagi d'injecter un virus dans le vaisseau mère pour arrêter les Nalakuvera. Sayaka propose son aide, alors Koju et Yukina attaquent à nouveau jusqu'à ce que Sayaka crée une diversion pour que Yukina s'infiltre. Après avoir injecté le virus, Gardos tente de s'enfuir, mais Koju le neutralise. Ensuite, le virus se propage dans le vaisseau mère, tandis que les Nalakuvera s'effondrent les uns après les autres. Quelques heures plus tard, un membre de l'organisation du Roi Lion rencontre Vatler pour lui remettre une lettre de nomination. Quelques jours plus tard, une femme inconnue et son loup démoniaque font exploser un avion en plein vol. À bord, un guerrier tente de les arrêter avec une épée lumineuse. Malheureusement, il est vaincu lorsqu'elle lui révèle qu'il a combattu des démons pendant tout ce temps. Alors qu'en réalité, elle est un ange. Le lendemain matin, Koju est dans le train pour l'école, mais son cerveau repasse ce moment avec Asagi en boucle et Yukina remarque qu'il est distrait et commence à poser des questions. Mais il évite d'en parler et mentionne que Sayaka n'arrête pas de l'appeler sans raison. Plus tard en classe, Asagi arrive et on se moque d'elle car elle se rapproche de Koju, elle nie, mais ses amis lui laissent déjà de l'espace, comme s'il l'avait prévu. Elle lui demande donc s'il est libre après les cours, et quand il dit oui, elle lui dit de la rejoindre dans la salle d'art. Il se rend là-bas après les cours, et là, elle lui demande d'enlever ses vêtements, ce qui, on peut le dire, le surprend énormément. Mais il réalise ensuite qu'elle veut juste qu'il serve de modèle, et il n'enlève que sa veste. Mais alors qu'elle peint, elle décide que c'est trop ennuyeux et commence à enlever ses propres vêtements. Après cela, elle l'habille en costume et prend une photo de référence, mais il inverse les rôles et commence à la prendre en photo, et ils rient et prennent des selfies en oubliant le travail. Mais elle lui demande ensuite ce qu'il cache et dit qu'elle répondra aussi à ses questions s'il se confie. Mais avant que quoi que ce soit de sérieux n'arrive, elle s'arrête et dit qu'ils continueront samedi. Vers le coucher du soleil, Koju part quand Yukina arrive et dit qu'elle a tout regardé comme un spectacle, et leur discussion revient sur la question d'Asagi. Il commence à se demander s'il doit enfin partager son secret, mais Yukina dit que c'est son choix. Il reste donc là à réfléchir comme s'il choisissait une option. Puis il voit un garçon donner une lettre à Nagisa et pense immédiatement qu'on lui fait une déclaration. Plus tard dans la soirée, Sayaka appelle et dit qu'elle voyage, mais on dirait qu'elle voulait juste dire au revoir. Après l'appel, Koju voit un incendie au loin, et de là, un ange masqué apparaît, laissant une autre personne morte. Le lendemain arrive, et Koju et Yukina prennent des nouvelles de Nagisa.
Mais à côté, son amie Kanase demande de l'aide pour des chats errants. Interrogée sur ses cheveux blancs, elle dit que c'est naturel et probablement dû à des racines étrangères. Puis elle les emmène dans une église abandonnée pleine de chats, ce qui rend Nagisa heureuse et permet même à Koju de se détendre un peu. Plus tard, Natsuki rencontre Motoki et ils regardent une fille dans un labo qui est la 5e qu'ils ont capturée. Et puis Lord Vattler arrive, disant que son esprit a été dévoré par son agresseur et ajoute qu'un dirigeable de l'ordre de l'anneau sacré a disparu, désignant la famille royale d'Aldegir. Avant de partir, il avertit Natsuki de ne pas impliquer Koju car ce qui arrive est bien au-dessus de lui. Plus tard dans la journée, Koju aide Kanase avec les chats et juste après, Natsuki arrive et lui demande de la voir le soir, ce qu'il trouve étrange mais il accepte. Plus tard, il la retrouve sur les hauteurs où elle est habillée en mage et Astarte est juste là en train de manger. Yukina arrive aussi car elle doit le surveiller, comme si on ne pouvait pas lui faire confiance. Natsuki évoque l'email qu'elle a envoyé, expliquant que les anges masqués sont derrière les récents incendies et elle veut les attraper avant que ça n'empire. Peu après, Koju envoie 2 se battre au loin, alors Natsuki lance des feux d'artifice pour distraire tout le monde sur l'île avant de les téléporter plus près. Yukina fonce sur l'un des anges mais se fait vite écarter et Koju tente une invocation mais cela ne donne pas grand chose non plus malheureusement. Juste au moment où l'ange allait l'achever, l'autre intervient, le terrasse et met fin au combat. Le masque tombe, il s'avère que c'est Kanase mais elle ne se comporte pas normalement. Et avant de partir, elle dévore une partie de l'ange comme si elle était affamée, laissant Koju perplexe. Le lendemain, Koju et Yukina vont chez Magus Craft, une société liée à Automata car Yukina a des infos liant Kanase à son père. Ils tentent de le voir, mais rencontrent Béatrice Balzer, un démon enregistré qui leur dit que son père n'est pas là et se trouve ailleurs avec Kanase. Elle leur organise donc un transport comme si elle voulait aider, mais cela semble déjà suspect. Plus tard, un pilote les emmène au nouvel endroit, et Yukina n'est déjà pas rassurée à cause de l'altitude et de l'état de l'appareil. Pendant le voyage, ils parlent de Kanase et conviennent qu'ils doivent la sauver. Mais une fois posé, le pilote repart aussitôt et Yukina réalise trop tard que c'était un piège pour éloigner Koju d'Itogami. Elle s'en veut d'avoir plongé alors que Koju se moque de sa peur du vide. Ils traversent ensuite la forêt, balisant leur chemin jusqu'à trouver de vieux bâtiments et décident de se reposer. Et Yukina remarque des douilles au sol, ce qui signifie qu'il s'est passé quelque chose ici récemment. Au même moment, dans une église abandonnée, Sayaka rencontre Motoki et il lui propose des infos en échange de ce qu'elle sait sur Koju. Elle l'écoute donc révéler que Koju et Yukina sont ensemble et il utilise même sa magie pour traquer Asagi et Nagisa qui se dirigent vers eux. Nagisa arrive et n'est pas ravie de voir Sayaka tandis qu'Asagi intervient car elle se souvient que Sayaka était la dernière personne vue avant son évanouissement à l'école. De retour sur l'île, Yukina cuisine pour Koju et pendant le repas, il confie s'inquiéter pour sa sœur et regrette d'avoir manqué son rendez-vous avec Asagi. Alors Yukina le calme et lui rappelle qu'ils vont s'en occuper. Plus tard cette nuit-là, Asagi parvient à le localiser avec son ordinateur, tandis que Koju aperçoit par hasard une fille aux cheveux blancs se baignant dans un ruisseau et est choqué par ce qu'il voit. Koju repère la fille, pense que c'est Kanase et l'appelle, mais il est trop distrait par des désirs plutôt charnels et le temps qu'il reprenne ses esprits, elle a déjà disparu. Yukina arrive et il lui explique qu'il a vu quelqu'un qui ressemblait à Kanase mais en plus âgé et plus mûr. Il lui donne sa veste pour la réchauffer et ils continuent à chercher dans les bois. Bientôt, un navire apparaît et il croit à un sauvetage mais Yukina remarque le logo de Magus Craft. Des hommes armés débarquent et se dirigent vers eux et Yukina commence à les abattre un par un. Koju intervient et achève le dernier homme mais d'autres ennemis les encerclent. Avant qu'ils ne puissent invoquer un familier, un tir magique les anéantit tous. Sur une falaise voisine, il rencontre la fille qu'il a vue auparavant. Elle dit s'appeler Folia, princesse d'Aldegir, et explique que les assaillants ne sont pas humains, mais des automates. D'autres arrivent, alors Koju invoque son familier et les détruit, et Folia le complimente, l'appelant le 4e primogéniteur. Ailleurs, le père de Kanase, Kensei, voyage avec Béatrice améliorant Kanase pour le combat, tandis que Béatrice explique qu'elle compte utiliser Kanase contre Koju pour montrer son pouvoir. De retour sur l'île, Folia dit que Magus Craft l'a attaqué à cause de son sang royal et voulait l'utiliser. Koju demande pourquoi elle ressemble à Kanase et Folia répond que Kensei est son grand-père. Il y a des années, il a trompé sa femme, faisant techniquement de Kanase la tante de Folia, mais Folia n'a aucune prétention au trône. Koju évoque ensuite la forme monstrueuse de Kanase et Folia explique que cela provient d'une expérience appelée Angelfo, transformant les humains en anges artificiels par une évolution spirituelle forcée. Plus tard à l'aube, un autre navire arrive et Koju se prépare à combattre, mais Yukina l'arrête lorsqu'un drapeau blanc apparaît. Kensei sort avec Béatrice et un autre allié, saluant Folia et disant que cela fait 7 ans. Il dit vouloir créer un être plus proche de l'être suprême, mais Yukina le réprimande pour avoir transformé Kanase en monstre. Béatrice confirme les expériences et dit à Folia de se rendre, montrant Kanase sous sa forme modifiée et militarisée.
Kensei l'active et elle s'élève, rayonnant d'une puissance instable. Yukina tente d'attaquer, mais son coup rebondit sur la barrière de Kanase. Béatrice bloque Yukina et la force au duel, tandis que Kanase frappe Koju avec de la magie. Il riposte avec un familier, mais sa puissance est trop grande et ses attaques échouent. Elle tire à nouveau, et celui-ci le frappe au bas-ventre, le renversant, et Kanase perd le contrôle de ses pouvoirs, qui se déchaînent. Béatrice bat en retraite, et Yukina se précipite vers Koju, choqué par son état. Ailleurs, Sayaka élimine un automate sur un navire. Puis Natsuki arrive avec des infos sur la position de Folia, suggérant qu'il se rende sur l'île. Pendant ce temps, Kanase est piégé dans une immense structure de glace, ses pouvoirs instables étant scellés pour l'instant. De retour avec Folia, Yukina érige une barrière pour contenir les pouvoirs de Kanase, tandis que Koju gît inerte dans ses bras, presque guéri, sauf pour la blessure principale où une lame est toujours plantée. Comme il ne peut pas se guérir seul, Folia suggère de réveiller en lui un familier assez fort pour combattre un Angel faux, mais Yukina n'aime pas cette idée et se propose à la place. Elle lui donne son sang, et alors qu'il boit, sa blessure commence à se refermer et il se réveille pour voir Yukina évanouie à cause de la perte de sang. Il réalise qu'elle l'a encore sauvée et se sent soulagé. Folia désigne ensuite Kanase piégé dans la tour de glace et offre son sang à Koju pour qu'il puisse l'utiliser pour la sauver. Koju résiste d'abord, mais Folia insiste et il finit par accepter. Cela réveille ses familiers et au loin, Kensei est un peu choqué que Koju ait survécu, mais il est toujours déterminé à pousser Kanase au combat pour ses plans tordus. Koju n'apprécie pas la façon dont Kensei traite Kanase comme une arme, alors il se prépare à se battre. Immédiatement, Béatrice attaque et Yukina esquive, ce qui frustre Béatrice, alors elle envoie 2 autres Angel faux contre elle. Kensei réalise qu'elle en a fabriqué plus que les 7 qu'il a créés et est surpris. Koju dit à Kensei et Béatrice de se taire, puis il se prépare au combat. L'Angel faux lui tire dessus, mais Yukina le bloque et le rejoint. À ce moment, Kanase se libère de la glace, divisant le combat. Yukina affronte Béatrice et Koju fait face à Kanase. Yukina prend le dessus, cependant, battant Béatrice lors de leur premier combat. Un autre allié de Béatrice se fait tirer dessus par Folia avec son pistolet magique. Yukina exige le dispositif de contrôle de l'Angel faux, mais Béatrice refuse et attaque. Alors Folia réplique en invoquant une lame spéciale qui annule le familier de Béatrice, laissant Yukina l'achever. Béatrice hors d'état de nuire, Yukina récupère l'appareil et les Angel faux restants deviennent inactifs. Koju invoque 2 familiers pour contrôler le pouvoir de Kanase. Ils la retiennent un moment, mais Kanase se relève à nouveau. Voyant cela, Yukina lance sa lance pour briser la barrière de Kanase et les familiers de Koju drainent le reste de son énergie, l'assommant finalement dans les bras de Folia. Kanase étant en sécurité, Koju s'approche de Kensei mais l'épargne, le laissant stupéfait. Natsuki et Sayaka arrivent alors que Kanase redevient normal. Plus tard, Kensei est dans une cellule avec Motoki qui lui dit que 4 primogéniteurs ne devraient pas exister mais l'interrompt disant que ses compétences sont toujours utiles. Avant de partir, Folia embrasse Koju, laissant Sayaka et Yukina sous le choc. Quelques instants plus tard, Asagi arrive et elle est furieuse que Koju lui ait posé un lapin. Quelques jours plus tard, Folia attend à l'aéroport, prête à quitter l'île. Elle remercie Sayaka d'avoir aidé avec Kanase, mais avant d'embarquer, elle aperçoit une affiche pour la fête d'Halloween. Elle hésite, tentée de rester, mais Sayaka l'entraîne vers l'avion, lui rappelant qu'elle a déjà été retardée 2 fois. Juste au moment où elles vont partir, une téléportation soudaine les emporte et elles se retrouvent devant le même Nalakuvera que Koju a vaincu autrefois. Ce matin-là, Koju et Yukina sont dans un train bondé pour l'école, serrés l'un contre l'autre par la foule. Yukina remarque un homme harcelant une petite fille, et Koju tente de l'arrêter, mais le train s'arrête et dans le chaos, le gars s'échappe. Ses mouvements le rendent suspect, et Rose, la professeure principale de Nagisa, le prend pour l'agresseur, ce qui est un mauvais timing classique. À ce moment, Natsuki apparaît en uniforme d'étudiante, révélant qu'elle enquêtait elle-même sur l'affaire, et avant de partir avec Rose, elle rappelle à Koju la fête d'Halloween. Plus tard, Koju est au lit et repense à ce rappel, comme s'il avait vraiment le temps de s'inquiéter des costumes. Pendant ce temps, sur la côte, 2 sorcières, Octavia et Oni, apparaissent, massacrant des soldats avec une magie absurdement surpuissante. Elles sont parties depuis 10 ans et en veulent clairement à Natsuki, la sorcière du vide. Le lendemain, Koju attend à l'aéroport avec Yukina, Nagisa, Kanase, Asagi et Motoki. Il dit qu'il rencontre un vieil ami et Asagi se détend, pensant que c'est un garçon. Mais Yuma fait une entrée spectaculaire et tout le monde se fige car elle est plus canon que toutes les filles de vos rêves. Le visage d'Asagi se crispe et les autres sont pris au dépourvu. Les présentations se font rapidement et Nagisa conduit tout le monde dans un restaurant. Au dîner, Yuma taquine Koju, menaçant de raconter des histoires de leur enfance et il l'avertit de ne pas le faire, tandis que Motoki l'encourage joyeusement.
Après le repas, ils montent au dernier étage pour voir la ville. Yukina a du mal avec la hauteur, alors Koju lui tend la main, ce que Yuma remarque, puis lui demande en privé s'il sort avec Yukina car il semble proche. Il nie, mais la conversation est écourtée par un appel de Sayaka. Folia prend brièvement le téléphone pendant que Sayaka explique la situation à l'aéroport. Au même moment, Asagi et Motoki reçoivent des appels urgents et s'excusent. Peu après, Astarte arrive avec de sombres nouvelles. Natsuki a disparu. Yukina pense que Natsuki l'avait prévu et a laissé des instructions à Astarte pour protéger Kanase. Ce soir-là, Astarte reste chez Yukina tandis que Koju rentre avec Yuma, qui le taquine sur sa proximité avec Yukina, plaisantant même sur le fait qu'ils partagent la même odeur. Plus tard, lorsque Koju ouvre la porte de sa salle de bain, il découvre avec surprise qu'il est en fait dans celle de Yukina en compagnie de Kanase et Astarte. Choqué, il bat en retraite et explique tout à Yukina qui réalise que l'espace autour de l'île est en train de se déformer, ce qui pourrait expliquer la disparition de Natsuki. Cette nuit-là, chez lui, Yuma surprend Koju, lui faisant lâcher un verre et se couper la main. Elle le soigne ensuite tout en montrant le costume de sorcière qu'elle prévoit de porter pour la fête. L'ambiance change lorsqu'elle se penche soudainement pour l'embrasser. Et à ce moment précis, un mystérieux chevalier apparaît derrière elle. Koju s'évanouit et à son réveil, il réalise qu'il est dans le corps de Yuma pour une raison inconnue. Plus tard, ce matin-là, Koju se rend chez Yukina pour expliquer qu'il est coincé dans le corps de Yuma, mais les filles agissent normalement, ce qui rend la situation encore plus étrange. Au même moment, Asagi finit de vérifier le système de l'île et ne trouve rien d'anormal en surface. Mais Magwai, son assistant informatique, signale des erreurs étranges et des anomalies spatiales. Alors, elle commence à creuser au lieu de se fier au rapport. Elle trouve des infos sur la sorcière de Notaria, membre de haut rang d'un groupe criminel appelé la Bibliothèque, et se souvient d'évasions récentes. Elle commence alors à tout recouper, comme si tout prenait enfin sens. Chez Yukina, Koju convainc Yukina, Astarte et Kanase que c'est bien lui dans le corps de Yuma en répondant à des questions personnelles, sa seule preuve vu l'absurdité de la situation. Yukina demande où est son vrai corps, mais il n'en a aucune idée, bien qu'il mentionne le chevalier vu derrière Yuma avant de s'évanouir. Ailleurs, Sayaka se réveille dans un endroit étrange avec Folia, qui explique qu'elles ont été projetées à travers l'espace avant d'atterrir ici. Sayaka comprend alors que les distorsions sur l'île sont provoquées intentionnellement et ne sont pas dues au hasard. À la mi-journée, Yukina, Astarte et Kanase suivent Koju chez lui et découvrent que Yuma est partie, et ils pensent qu'elle est partie d'elle-même. Mais Yukina souligne qu'elle pourrait viser son corps, car il est le 4e progéniteur. Il n'y croit pas au début, pensant qu'elle ne le sait pas. Mais en y réfléchissant, il réalise qu'elle est une sorcière comme Natsuki, capable de manipuler l'espace et les corps, et qu'elle en sait sûrement beaucoup. Surplombant la ville, Octavia et Oni sont sur un immeuble tandis que leur sort continue de se propager dans la zone. Vatler arrive alors et commence à se moquer d'elle, comme s'il était venu pour se divertir. Octavia tente de réagir, mais Yuma apparaît dans le corps de Koju et s'empare de son livre avant qu'elle ne puisse agir. Vatler remarque très vite que quelque chose ne tourne pas rond et comprend rapidement qu'elle n'est pas Koju. Elle se présente alors comme Yuma, la fille d'Aya, la sorcière de Notaria, laissant tomber cette information comme si ça expliquait absolument tout. Ailleurs, Asagi finit de réparer les défenses du système et s'évanouit à son bureau, épuisé par l'effort. Au même moment, Koju, Yukina, Astarte et Kanase sont au restaurant. Koju s'agace du manque de progrès et se demande si la lance de Yukina pourrait briser le sort, mais elle répond que cela le tuerait. Alors, ils abandonnent l'idée. Ils envisagent plutôt de récupérer son corps directement, tandis que les autres tentent de le calmer malgré la situation déjà chaotique. De retour avec Vatler, Yuma avoue avoir pris le corps de Koju pour libérer sa mère de la barrière carcérale du district des démons, ainsi que d'autres prisonniers dangereux. Vatler aime l'idée de combat plus intense, alors il la laisse continuer, comme si tout cela l'amusait. Yuma commence son rituel et Yukina sent la magie depuis le restaurant, alors elle et Koju se précipitent dehors. Mais dès qu'ils franchissent la porte, l'espace se tord et les dépose ailleurs. Au même moment, des hélicoptères militaires s'approchent de Yuma et lui ordonnent d'arrêter, mais Octavia les élimine tranquillement comme s'il n'en valait même pas la peine. Au sol, Koju essaie de l'atteindre, mais chaque mouvement est bloqué par une nouvelle distorsion spatiale jusqu'à ce qu'Asagi lui envoie l'emplacement exact via Motoki et Magwai, lui donnant le raccourci nécessaire. Sur ce, Koju et Yukina avancent, et il se rappelle que lors de sa rencontre avec Yuma, elle l'avait aidé à récupérer le chapeau de Nagisa, mais les choses sont bien différentes maintenant. Il finit par l'atteindre, se tient devant elle et plonge son regard dans le sien. Il y a longtemps, quand Yuma était petite, un homme lui a révélé la vérité sur sa vie, et il s'avère que sa mère, Aya, est enfermée dans un district démoniaque lointain. En gros, une prison sans issue coupée du monde humain. Il explique que Yuma a été créée juste pour libérer Aya, et malgré son jeune âge, elle commençait déjà à se demander ce qu'il adviendrait d'elle une fois sa mission accomplie. De retour au présent, Koju crie à Yuma de lui rendre son corps, mais elle l'ignore et continue d'avancer tandis que son grimoire la guide vers la barrière de la prison comme si tout était déjà décidé.
Vatler reste là à savourer le spectacle et dit nonchalamment à Koju que Yuma n'est pas là pour plaisanter. Elle veut briser totalement le sceau de la prison et Yukina comprend immédiatement la gravité de la situation si elle y parvient. Vatler part juste après, comme s'il avait obtenu ce qu'il voulait, et Octavia intervient pour immobiliser Koju et Yukina par magie, mais cela ne dure pas car Sayaka et Folia arrivent et les libèrent sans tarder. À cet instant précis, Yuma achève son sort, et la prison commence à apparaître dans le monde réel, et Folia explique qu'elle a même fait venir Kensei pour aider à ouvrir un passage, ce qui semble utile mais risqué. Folia reste en arrière avec Sayaka pour s'occuper d'Octavia et Donnie, tout en disant à Koju et Yukina de poursuivre Yuma. Ils se précipitent donc vers l'entrée de la prison où Yuma invoque son chevalier, le bleu. Quand ils l'atteignent, Koju l'appelle encore son ami, comme s'il espérait que cela compte toujours. Mais Yuma finit par dire la vérité, qu'elle a été créée en laboratoire et élevée pour être utilisée, donc cette mission est sa seule raison d'être. Grâce au bleu, elle puise l'énergie d'un des familiers de Koju et force la prison à apparaître totalement, même si l'effort est visiblement trop grand pour elle. Mais elle continue et entre quand même à l'intérieur. À l'intérieur, elle trouve Natsuki attachée à une chaise et inconsciente, et quand Koju et Yukina arrivent, ils sont tous deux bouleversés par ce qu'ils voient. Yuma explique ensuite que Natsuki est coincée ici depuis 10 ans, et que celle de l'extérieur n'était qu'une copie magique tout ce temps, ce qui aggrave encore les choses. Elle ajoute que si Natsuki meurt, toute la prison s'effondre, et Aya ainsi que tous les autres criminels seront libérés. C'est donc ça son plan. Koju essaie de l'en dissuader, disant qu'elle est plus qu'un simple outil, et elle l'écoute, mais ordonne quand même au bleu d'attaquer Natsuki. Alors Yukina intervient et bloque l'attaque juste à temps. Dehors, Sayaka et Folia font face aux attaques d'Octavia, s'unissant pour percer sa défense et mettre fin au combat. Puis elle capture les deux sorcières, comme si c'était enfin fini pour elle. Dans la prison, Yukina affronte directement le bleu et réussit à le vaincre, puis pointe sa lance vers Yuma, prête à en finir et à récupérer le corps de Koju. Koju sauve Natsuki des débris qui tombent, alors que Yuma refuse toujours de s'arrêter. Yukina charge son arme, mais hésite au dernier moment car elle sait que le corps de Koju pourrait ne pas y survivre. Mais Koju intervient et l'aide, et ensemble ils frappent, transperçant le bleu et Yuma de part en part. Le coup déclenche une explosion de magie, et l'âme de Yuma retourne enfin dans son vrai corps. À l'extérieur, Sayaka et Folia terminent le travail et enferment d'Octavia et Oni comme il se doit. À l'intérieur, il s'avère que Yukina a visé avec soin pour que Koju survive, et Yuma se réveille, complètement anéanti par l'échec de sa mission. Mais Koju la réconforte et lui dit qu'elle est enfin libre. Natsuki commence alors à se réveiller, et Koju est soulagé un instant de la voir en vie. Mais cela change vite quand le bleu bouge soudainement sous le contrôle caché d'Aya et poignarde Yuma et Natsuki d'un coup. Koju panique et se précipite vers Natsuki alors qu'elle meurt lentement. L'état de faiblesse de Natsuki fait trembler toute la barrière de la prison, et de loin, Vatler est soudainement attaqué par un familier. Heureusement, il part juste à temps, et quand la fumée se dissipe, c'est Nagisa qui se tient là, mais elle n'est pas elle-même car l'un des familiers d'Avrora la contrôle. Elle fonce sur lui, le domine, le projette contre un mur et lui dit que ce n'est pas encore fini avant de partir, tandis que son corps se répare déjà comme un Deadpool à petit budget et qu'il se contente d'en rire. Plus tard, Nagisa rencontre une femme étrange dans une ruelle cachée, et la femme remercie le familier d'avoir protégé Nagisa avant de le retirer et de lui rendre son état normal, comme si elle l'avait juste emprunté pour une mission rapide. De retour dans la prison, Koju, Yukina et Yuma sont soudainement déplacés vers une autre zone, et Koju pense que c'est Yuma qui l'a fait, mais elle dit que c'était Natsuki, ce qui signifie que même ainsi, Natsuki a encore le contrôle quelque part. Ce soir-là, Asagi marche quand une petite fille l'appelle soudainement maman. Elle est prise au dépourvu et nie car cela n'a aucun sens pour sa situation actuelle. À la prison, Koju voit Aya apparaître enfin alors que la barrière finit de se former et elle reprend immédiatement le pouvoir qu'elle avait donné à Yuma et prend le contrôle de le bleu, laissant Yuma souffrir comme si on venait de l'éteindre. Koju se met en colère et attrape Aya, mais s'empêche de tout donner quand elle le met en garde contre celui qui maintient la barrière. Elle explique qu'elle a volé les souvenirs de Natsuki et son temps en tant que sorcière, l'a enfermée et doit maintenant juste la trouver et l'achever pour tout terminer. Bientôt, d'autres criminels dangereux apparaissent avec Aya, mais quand l'un tente d'en attaquer un autre, la barrière ramène le plus faible, montrant que même eux sont toujours tenus en laisse. Ils conviennent tous qu'éliminer Natsuki est la clé de la liberté, et l'un d'eux se précipite sur Koju, mais Yukina le bloque, et Sayaka arrive juste après pour les soutenir. Elle leur dit de monter vite dans son véhicule, et avec Yuma en mauvais état, ils quittent les lieux rapidement. En chemin, Koju commence à réfléchir à la façon de sauver Yuma, et finit par évoquer sa mère, Mimori, comme la seule qui pourrait aider.
Au même moment, Asagi mange avec la fille qu'il a appelée maman et l'enfant ne se souvient de rien mais ressemble à une Natsuki plus jeune. Quand Asagi prononce le nom de Minamiya Natsuki, la petite se met à pleurer, alors Asagi décide de l'appeler Sana à la place, comme pour simplifier les choses. Peu après, Koju, Yukina et Sayaka atteignent le centre de recherche de Mimori et elle apparaît avec un masque d'Halloween, l'air décontracté et il s'avère qu'elle est la même femme que dans la ruelle plus tôt. Elle est heureuse de voir Koju et les laisse entrer et Yuma est installée sur un canapé pendant qu'elle vérifie son état. Mimori explique que le corps de Yuma se dégrade car son lien avec le bleu est rompu et si sa magie continue de fuir, elle ne s'en sortira pas mais elle croit encore pouvoir la soigner. Avant de partir, elle dit nonchalamment à Koju de soigner sa propre blessure, comme si elle savait déjà tout. Pendant ce temps, Nagisa, toujours fâchée, prend Sayaka à part pour régler leurs problèmes. De retour avec Koju, il s'apprête à se soigner quand Sayaka revient et dit qu'elle a déjà endormi Nagisa par magie pour ne pas être interrompue. Elle examine sa blessure et réalise qu'elle ne guérira pas normalement car elle vient de l'arme de Yukina, alors elle s'offre à lui pour qu'il se nourrisse d'elle. Mais à ce moment-là, Yukina entre et interprète mal toute la situation. Les choses deviennent vite tendues. Koju commence à avoir des vertiges et s'effondre avant que quoi que ce soit ne soit réglé. Plus tard dans la soirée, Asagi et Sana regardent le défilé d'Halloween en ville et sur le chemin du retour, un homme étrange les remarque et sourit. Sur le toit de l'école, 2 agents de la bibliothèque de l'escouade 3 arrivent pour arrêter Aya et prendre le grimoire du serment noir, mais elle l'utilise immédiatement contre eux et s'en débarrasse sans leur laisser la moindre chance. Plus tard cette nuit-là, pendant Halloween, Koju apprend que Yuma n'est pas mourante mais qu'elle a encore besoin d'aide pour se rétablir et le seul moyen est de faire appel à une puissante sorcière du niveau d'Aya. Le problème est que Natsuki, qui correspond à ce rôle, a disparu, alors il décide de la retrouver et la seule personne capable de mener à bien cette recherche est Asagi. En essayant de deviner où elle pourrait être, ils l'aperçoivent à la télévision, tenant une petite fille qui ressemble exactement à Natsuki, et ils réalisent alors que Natsuki a dû redevenir petite après avoir perdu ses pouvoirs. Koju appelle Asagi et lui fait part de leurs conclusions, mais pendant qu'ils discutent, un vieil invocateur d'esprit surgit soudainement demandant Natsuki. Dès qu'il commence à montrer son pouvoir, Asagi s'enfuit avec la petite, et grâce à Magwai, elle découvre que l'homme est Kiliga, quelqu'un qui s'est transformé en arme en plaçant un esprit de feu dans son propre corps pour mieux combattre. Elle demande à Magwai de la guider et de lui donner le contrôle total, tandis qu'au même moment, Koju et les autres se dirigent vers la porte de la clé de voûte. En chemin, Yukina leur apprend que Natsuki s'est en fait téléportée là-bas plus tôt, car elle considérait Asagi comme l'option la plus sûre. Mais avant de pouvoir l'atteindre, elle est redevenue une enfant et a perdu la mémoire, ce qui rend tout plus compliqué que prévu. Pendant ce temps, Kiliga continue de poursuivre Asagi et Natsuki, faisant même fondre les obstacles. Asagi tente d'utiliser de l'eau pour l'arrêter, mais il revient sans cesse comme s'il refusait de perdre, et lorsqu'il charge à nouveau, Astarte apparaît et l'écarte facilement. Il tente une dernière fois, mais Astarte draine son énergie spirituelle et le renvoie dans la barrière de la prison, mettant fin à sa course légendaire. Après cela, Astarte explique qu'elle cherche aussi Natsuki, et la fille avec Asagi lui correspond clairement, même si elle est beaucoup plus jeune maintenant. Puis une femme nommée Gigliola apparaît et leur dit que Natsuki a rétréci à cause d'une malédiction. Au même moment, à l'académie Sekai, Meiga, l'un des prisonniers évadés, rencontre Aya et reconnaît le grimoire du serment noir. Il lui demande pourquoi elle n'a pas parlé aux autres de la clé et du programme qu'elle a pris à Natsuki, mais elle lui demande s'il est venu pour sa part et il répond qu'il voulait juste voir ce qu'elle faisait pendant que les autres poursuivaient Natsuki. Pendant ce temps, Koju prend du retard car son véhicule est tombé en panne d'essence, alors Yukina lui trouve un vélo et lui donne un peu de son sang avant qu'il ne reparte. À l'entrée Gigliola réapparaît et exige qu'Asagi lui remette la petite fille, mais Asagi refuse et juste au moment où les choses allaient mal tourner, Vatler surgit cherchant la bagarre. Gigliola comprend qu'il a l'intention de s'occuper de tous les prisonniers évadés, alors elle l'attaque mais il anéantit ses forces sans difficulté. Elle pense avoir le contrôle lorsqu'elle enchaîne son familier, mais Vatler le détruit et l'achève brutalement, la renvoyant dans la barrière de la prison. Koju finit par arriver en retard et accuse les embouteillages, et Vatler suggère de garder Natsuki sur son navire pour sa sécurité, ce que Koju et Asagi acceptent. À l'école, Aya apprend que Meiga est lié au roi lion et révèle son plan, recréer le grimoire du serment sombre avec les souvenirs de Natsuki. Pendant ce temps, à l'hôpital, Yuma finit par se réveiller. Sur le bateau, Koju appelle Yukina et Sayaka pour les prévenir du plan de Vatler. Elles ne peuvent pas monter et resteront le plus près possible. À l'intérieur, Kira l'emmène à la piscine. 5 filles en maillot arrivent et l'approchent pour lui laver le dos avec une idée derrière la tête. Alors qu'il tente de les repousser, il découvre qu'elles sont des otages convoitant son énergie maudite. Asagi surgit et interrompt tout, mais dès qu'il la voit, il perd à nouveau toute concentration.
Plus tard, après avoir endormi Natsuki, Koju et Asagi se chamaillent pour des broutilles, comme à leur habitude. Peu après, Natsuki s'éveille avec une autre personnalité et commence à retrouver ses souvenirs. Dehors, Sayaka observe par la fenêtre au port avec Yukina, puis Vatler apparaît et parle d'éliminer Koju. Yukina tente d'intervenir, mais un groupe de prisonniers les encercle aussitôt. Sur le navire, Maguai apparaît sur un écran et demande l'aide d'Asagi pour stopper un problème qui se propage à l'école. Il explique que la situation va empirer si rien n'est fait. Mais avant qu'ils ne s'entendent, le navire se met soudain à trembler. Natsuki annonce alors qu'un évadé tente de s'introduire sur le bateau. Juste après, Vatler s'écrase dans la pièce, déjà mal en point. Koju se demande s'il peut vraiment affronter Brood, un ancien mercenaire. Mais avant qu'il n'agisse, Vatler s'avance et libère son familier. Brood le tranche facilement et Vatler réplique en invoquant d'autres serpents, prenant le combat au sérieux. Dehors, alors que Yukina et Sayaka tentent de monter à bord, un autre prisonnier leur barre la route. Sayaka reste pour combattre, tandis que Yukina part à la recherche de Koju. À l'intérieur, Vatler continue de se battre pendant que Koju fuit avec Asagi. Il croise Yukina, étrangement vêtue en infirmière. Soudain, un tank surgit et manque de les percuter, mais Didier arrive avec le sien et le détruit. Elle se présente et explique que Maguai l'a envoyé chercher Asagi. À l'intérieur, Vatler bat Brood avec l'un de ses serpents. Asagi accepte de partir avec Didier, mais fait promettre à Koju de l'inviter quand tout sera fini. Ailleurs, Sayaka peine d'abord, mais après avoir compris le pouvoir de son adversaire, elle l'abat d'un tir magique et le renvoie en prison. Alors que tout le monde commence à se rassembler de nouveau, Aya surgit soudainement, neutralise l'arme de Sayaka, détruit le familier de Koju et le poignarde ensuite. Yukina tente d'attaquer, mais Aya l'arrête, s'empare de Natsuki et disparaît. Yukina voit soudainement Natsuki face à Aya et se demande si elle est entrée dans le rêve de Natsuki, mais Aya lui fait remarquer que ça pourrait tout aussi bien être le sien. Avant qu'elle ne réalise, tout change et elle se retrouve dans sa classe comme si de rien n'était. Au même moment, Sayaka cherche un moyen de soigner Koju, mais rien ne semble fonctionner. Elle tente même de se rapprocher de lui pour réveiller son corps, mais sans succès, ce plan échoue vite. Yuma arrive grâce à son don de pistage. Voyant ce que Sayaka s'apprêtait à faire, elle propose nonchalamment son aide. Dans cet espace étrange, Yukina voit ses amis agir normalement. Tout va bien, ce qui la convainc qu'elle est prisonnière d'un rêve. Peu après, elle s'éveille et Aya confirme que le grimoire du serment sombre piège les gens dans un monde factice mais réaliste. À la clinique, Yuma se blesse pour donner son sang à Koju et restaurer ses pouvoirs de vampire. Ça marche aussitôt. Il récupère et prend plus d'elle, puis se tourne vers la fille à côté de lui et se nourrit à nouveau. Après cela, il vérifie sa blessure et remarque qu'elle n'est toujours pas guérie, ce qui l'agace, mais un souvenir d'Aurora apparaît et le corrige. Sur ce, il invoque son quatrième familier, Natra Cinerias, et une brume se répand sur toute l'île. Pendant ce temps, Aya continue de dire à Yukina que le monde est brisé et doit être changé, même si des gens souffrent, mais Yukina refuse d'être d'accord. À ce moment-là, Koju sort un autre familier et libère Yukina et Natsuki de l'endroit où elles étaient retenues. Sayaka et Yuma arrivent peu après, et Yukina libère rapidement Natsuki. Koju dit qu'il s'occupera d'Aya seul, mais Yukina reste quand même avec lui. Aya répond que c'est son monde et invoque des copies des détenus pour les combattre, mais Koju les anéantit avec son familier sans ralentir. Aya tente de bloquer avec une barrière, mais Yukina la brise avec sa lance et s'apprête à en finir avant qu'Aya ne la piège et l'attaque avec son gardien. Le gardien de Natsuki intervient et protège Yukina, lui donnant une chance de se libérer. À présent, Natsuki a totalement retrouvé ses souvenirs et une partie de son pouvoir grâce au sang de Koju. Natsuki scelle le grimoire et lit le familier d'Aya, puis utilise un sort qui permet à Yuma d'en prendre le contrôle, laissant Aya sans soutien. Aya se transforme alors en démon pour pouvoir continuer le combat, mais Yukina lui explique que sa lance peut annuler toute magie et même restaurer les choses. Koju la soutient en invoquant un autre familier qui étourdit Aya. Yukina saisit cette chance et la frappe, mettant fin au combat et la forçant à redevenir normale. Ailleurs, Mega vole Fangxian au musée du district des démons alors que Paper Noise ne parvient pas à l'arrêter. Sur le toit de l'école, Natsuki remercie ses élèves d'avoir aidé à faire tomber Aya. Le lendemain matin, un type nommé Ku s'introduit dans le bureau de Kensei et révèle qu'il est l'un de ses élèves sous Nina Adelar. Il transforme sa main en arme et attaque Kensei, disant qu'il est venu chercher l'autre moitié de son corps. À peu près au même moment, Yukina reçoit une lettre livrée par un oiseau qui traverse sa barrière et apprend que ses supérieurs ont scellé les pouvoirs de sa lance pour 4 jours. Plus tard, Koju finit par suivre sa sœur pendant qu'elle fait des courses avec Kanase et Yukina pour l'entraînement au camp. Yukina s'en veut de ne pas pouvoir veiller sur lui, mais il lui dit de simplement profiter de la pause. Pendant qu'il se déplace, Ku apparaît et demande si Kanase est la petite amie de Koju, puis se présente et attaque soudainement Koju tout en demandant Kanase. Après avoir remarqué que Koju n'est pas un humain normal, Ku commence à causer des ennuis, mais Yukina arrive et lui coupe le bras. Cependant, il le remplace simplement par un lampadaire, puis part comme si de rien n'était.
Plus tard, Koju se rend au bureau de Natsuki mais n'y trouve qu'Astarte qui lui parle des homoncules. Après cela, il retrouve Asagi à la cafétéria pour faire des recherches sur le monastère d'Adelar, mais les données ont disparu, ce qui est suspect. Asagi essaie de se rapprocher de lui maintenant que les plus jeunes vont au camp, mais il les conduit et lui demande de le couvrir pendant qu'il sèche les cours. Il se dirige vers les bois et Asagi le suit, mais Natsuki les trouve et les interpelle. Après leurs explications, elle leur annonce que Kensei a été attaqué. Koju comprend que Ku est derrière tout ça et demande s'il peut aider, mais Natsuki l'ignore et dit qu'ils auront des cours supplémentaires pour avoir séché. Après l'école, Yukina emmène Koju dans un endroit qui le déroute au début, puis lui dit de fermer les yeux. Lorsqu'il les ouvre, ils sont à l'intérieur de l'organisation du roi lion. Là, ils rencontrent un chat qui parle et quelqu'un qui ressemble à Sayaka. Pendant ce temps, au monastère, Ku montre le pouvoir du sang de Wiseman à son supérieur, celui qui l'a sauvé auparavant, et l'homme décide d'utiliser ce pouvoir à ses propres fins. De retour à l'organisation, le chat prend la lance de Yukina, lui permettant de souffler un peu même si elle veut rester près de Koju. Le chat remercie Koju pour ce qu'il a fait pour Avrora et Yukina. À ce moment, Asagi l'appelle pour lui demander s'il a vu ses boucles d'oreilles perdues plus tôt. Réalisant qu'elle est près du monastère, il lui dit de partir immédiatement et promet de se rattraper plus tard. Mais Asagi ne le prend pas au sérieux et reste. Ku la remarque alors qu'il teste le sang de Wiseman et invoque Nina Adelar. Nina apparaît, attaque Asagi, puis s'en va. Avant de s'évanouir, Asagi présente ses excuses à Koju. Koju voit Asagi au sol et perd tout contrôle, mais Yukina l'arrête. Elle le prévient que s'il va trop loin, toute l'île sera détruite et sa sœur avec. C'est alors que Ku réapparaît et se moque du corps d'Asagi, ce qui enrage Koju. Il l'attaque immédiatement. Ku riposte, mais Yukina annule son pouvoir juste à temps, permettant à Koju de le frapper de plein fouet. Malgré cela, Ku se relève et il remarque que son corps est en train de changer. Yukina comprend que c'est dû au sang de Wiseman et écarte rapidement Koju de ses attaques. Elle explique la situation et Koju invoque Almeisan Mercury, qui finit par terrasser Ku. Peu après, Asagi se lève soudainement, comme si de rien n'était. Koju se détend en voyant qu'elle va bien. Plus tard cette nuit-là, la police arrive au monastère pendant que les étudiants rentrent chez eux. En chemin, Yukina part faire son rapport et Asagi suit Koju chez lui car il se fait tard. Chez lui, Asagi prend une douche mais remarque un cristal rouge entre ses seins. Elle se sent soudain faible et s'effondre. Pendant ce temps, Koju essaie de comprendre la situation quand Asagi apparaît. Elle agit bizarrement et l'appelle vampire, comme si elle ne le connaissait pas. Il lui dit de se couvrir et elle crée une serviette avec des fleurs affirmant que c'est de l'alchimie. Elle se présente ensuite comme Nina, expliquant qu'elle est le sang de Wiseman à l'intérieur d'Asagi. Apprenant qu'elle a sauvé Asagi, Koju la remercie. Il mentionne ensuite Ku, pensant qu'il a disparu, mais Nina lui dit qu'il est toujours en vie. Au même moment, Ku tente de s'introduire dans le bâtiment de Natsuki, mais elle l'attrape immédiatement. Il tente de lutter, mais elle laisse Astarte s'en charger. Après avoir été battue, son noyau lui est retiré. De retour chez Koju, Nina dit ignorer le but de Ku, mais prévoit de quitter Asagi une fois le sang de Wiseman récupéré. Koju lui demande de rester discrète. Ils vont au salon où Nina manque de se trahir en parlant de Kanase à Nagisa. Plus tard, hors de la ville, Ku dit à son groupe que le noyau dans Asagi sera bientôt prêt et finira par apparaître. Le lendemain, après le départ des autres, Asagi se réveille dans le lit de Koju et panique. Il la rassure en disant qu'il ne s'est rien passé. Peu après, sa personnalité change à nouveau et Nina lui annonce que le sang de Wiseman est en mouvement. Au port, Motoki informe son équipe sur la cible, mais l'appel est intercepté par Mogwai. Les soldats tentent d'arrêter la cible, mais Ku surgit. Il lui tire dessus, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Peu après, Koju et Nina arrivent. Elle explique que le but de l'alchimie est de créer un être humain parfait. Pendant ce temps, sur un navire, Nagisa et les autres poursuivent leur voyage. Kanase et Yukina remarquent quelque chose d'étrange dans l'eau. Plus tard, Ku prend le contrôle de la passerelle du navire, mais il commence à remarquer que son corps se dégrade. Au même moment, Yukina dit à Nagisa d'avancer, prétextant vouloir vérifier ses propres sens. De retour au port, Koju suit Nina et il trouve des ossements des victimes du monastère. Après s'être remémoré son passé, elle retire son noyau d'Asagi. Yukina rejoint Kanase dans un parking en traquant une sensation étrange, mais Ku apparaît soudain et Kanase le reconnaît de l'incident du monastère. Elle s'enfuit. Mais Ku lance un véhicule sur Yukina avant de disparaître à nouveau. Au port, Nina forme un nouveau corps à partir des os et prend l'apparence d'Asagi. Et peu après, Natsuki arrive et leur dit où se dirige le sang du Wiseman. Koju lui demande de l'envoyer au navire, mais elle dit que c'est trop loin et les emmène plutôt au dirigeable de Folia. Avant qu'ils ne partent, Sayaka et le chat lui donnent la lance de Yukina pour qu'il puisse la lui rendre. Sur le navire, Ku piège Kanase et tente de l'utiliser pour son plan, mais elle lui dit qu'elle se souvient de lui et que Wiseman lui a menti. Ku refuse de l'accepter et dit qu'il veut juste récupérer son corps, mais ses paroles l'ébranlent et il perd sa concentration.
Il l'attaque quand même, mais Yukina le bloque facilement. Ku crée plusieurs copies de lui-même pour la submerger, mais un missile frappe le navire et interrompt tout. Après cela, Koju rend sa lance à Yukina et présente Nina. Yukina gère les attaques de Ku, tandis que Koju utilise son familier pour s'occuper du métal liquide. Nina dit à Ku qu'il a été utilisé, et Wiseman apparaît et dit qu'il ne voulait que les minéraux de la mer. Il prend une forme massive et attaque, et Koju contre, mais peu après, il est soudainement changé en pierre, et Nina explique qu'il s'est sacrifié pour protéger tout le monde. Yukina réagit à cela, mais l'autre moi de Nagisa apparaît et gèle la zone un instant, louant Koju avant d'activer son nouveau pouvoir. Yukina le soutient et Koju bat Wiseman une fois, mais il s'en remet à nouveau. Cette fois, il se prépare correctement, tandis que Yukina se concentre sur Ku. Elle bloque toutes les attaques de Ku et brise sa défense, et Ku commence à comprendre ce que signifie être humain. Elle l'achève, mettant fin à son existence. Pendant ce temps, Wiseman a du mal à comprendre pourquoi il perd, mais Koju invoque un autre familier qui le piège et inverse tout jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Une fois que tout est fini, Yukina propose d'aider Koju de toutes les manières possibles. Plus tard, Nina revient sous une forme plus petite, après avoir rassemblé ce qui reste du sang de Wiseman pour rester en vie. Yukina décide alors qu'elle va rester aux côtés de Koju, sachant qu'il va toujours s'attirer des ennuis. Yukina se réveille en essayant de se rappeler ce qu'elle voulait dire à Koju, mais il est déjà parti. Sur le chemin de l'école, elle lui demande ce qu'il ferait si elle partait, et il lui répond que cela faciliterait les choses. Cette réponse l'agace, alors elle descend du train et même quand il essaie de s'expliquer, elle refuse d'écouter. Pendant le sport, elle n'arrête pas d'y penser et finit par réussir parfaitement le saut en hauteur par frustration. Plus tard, son professeur lui demande de distribuer des formulaires à la classe, puis l'interroge sur ses projets d'avenir. Alors qu'elle se change dans les vestiaires, Yukina continue de penser à tout, mais un Shikigami apparaît soudainement et l'assomme. Au même moment, Vatler examine un site en ruine et remarque quelque chose à propos d'une veine de dragon, puis ressent un énorme changement dans l'atmosphère. Le lendemain, Koju remarque que Yukina se comporte bizarrement sur le chemin de l'école et essaie de lui parler, mais son comportement reste étrange. Natsuki l'interroge également et réalise alors que quelque chose ne va pas. Yukina commence alors à agir de manière excessivement excitée avec ses aînés avant de s'enfuir avec un saignement de nez. De retour sur le site de fouille, l'étrange vague continue et Vatler envoie un familier dans le trou. Un dragon géant apparaît et il l'observe attentivement tandis que Sayaka se prépare à combattre, mais la créature disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Plus tard, à l'école, Koju retrouve Yukina et réalise qu'elle n'est pas la vraie. Alors qu'il essaie de comprendre, la vraie Yukina arrive avec sa lance et affronte l'imposteur. Ils l'interrogent tous les deux, mais juste à ce moment-là, le dragon géant apparaît dans le ciel. L'imposteur tente de les prévenir, mais le dragon l'attaque en premier d'un coup soudain, puis frappe Koju et draine une grande partie de son énergie. Lorsqu'il tente d'invoquer un familier, Yukina l'arrête et intervient pour se battre. Elle suit la vitesse du dragon, mais lorsqu'elle tente de percer sa défense, sa lance se brise. Alors qu'elle baisse sa garde, le dragon tente de l'attaquer, mais l'imposteur rappelle la lance et bloque l'attaque. Après avoir repoussé le dragon, l'imposteur explique qu'elle l'a suivi jusqu'à l'île. Koju demande qui elle est vraiment, mais Natsuki l'interrompt et dit qu'elle est sous sa surveillance. Koju tente alors de calmer Yukina, qui n'est pas très heureuse après avoir perdu sa lance. Plus tard dans la journée, Yukina fait ses bagages et reçoit une lettre de son organisation demandant le retour de la lance. Asagi tente de stabiliser les courants de l'île et flotte au-dessus, mais elle rencontre de nombreux revers. Pendant ce temps, Sayaka informe tout le monde des découvertes de Vatler sur le dragon. En prenant des nouvelles de Yukina, elle remarque qu'elle agit bizarrement, et quand elle essaie de comprendre, Koju a des pensées si déplacées que Sayaka le gronde. Soudain, Yukina annonce qu'elle est rappelée et qu'elle partira cet après-midi. Elle s'en veut d'avoir détruit une relique de l'organisation et d'avoir aidé Koju à atteindre sa forme réelle. Elle est submergée par l'émotion et s'enfuit. Pendant ce temps, son autre variante commence un rituel d'invocation au sommet d'un immeuble, et Sayaka demande à Koju ce qu'il compte faire, mais le voyant boudé et abandonné, elle lui dit de faire ce qui est juste. Après cela, Koju se précipite vers l'aéroport, mais voit des frappes aériennes frapper le dragon. Il appelle Asagi, qui lui dit de quitter l'île dans les 30 minutes. Koju refuse de partir, et Asagi se sent partagée car elle tient à lui et veut se confesser, mais la ligne coupe. Yukina boude à l'aéroport, incertaine, jusqu'à ce que son autre variante lui dise d'agir pour elle-même, pas par devoir. Yukina décide alors de retourner auprès de Koju, et sa variante invoque une arme pour elle. En ville, Koju invoque son familier et attaque le dragon. Malgré un coup porté, le dragon tire sur lui, ce qu'Astarte absorbe pendant que Natsuki contre-attaque. Sayaka se joint à eux et termine l'attaque avec sa flèche, mais le dragon réapparaît plus vite que prévu.
Koju essaie à nouveau son familier, mais le dragon le mord, ce qui le choque. Vatler apparaît pour aider, mais prévient qu'il ne peut garantir la sécurité de l'île. Yukina intervient avec sa nouvelle lance et bat le dragon. Elle laisse Koju prendre un peu de son sang pendant que le dragon réapparaît pour un autre round. Cette fois, les deux Yukina joignent leurs lances et portent un coup fatal, tandis que Koju apporte la touche finale en électrocutant le dragon. Leurs attaques combinées finissent par le détruire, sauvant ainsi l'île. Sayaka gronde Yukina pour ne pas avoir lu entièrement la lettre de ses supérieurs, qui lui ordonnaient de revenir pour un examen médical, alors Yukina accuse Koju d'avoir souhaité son départ. Soudain, une lumière apparaît sous les pieds de l'imposteur et elle annonce que son temps est écoulé. Avant de disparaître, elle appelle Yukina sa maman. Peu après, la vie en ville reprend son cours normal et Yukina continue de surveiller Koju de près. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, commentez laquelle des filles mérite le plus le glizy du progéniteur de Koju. Laissez aussi un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater notre prochain récapitulatif.